Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que toutes les semaines, vous êtes plus nombreux à nous suivre. Alors continuez de partager, de commenter, de cliquer sur le pouce en l'air pour nous aider à faire toujours plus d'audience. Alors aujourd'hui, on va parler du Covid, de couvre-feu et puis de perquisition chez les élites dirigeantes. C'est parti. Et avec moi sur le plateau aujourd'hui, Maître Fabrice Divisio. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes avocat, spécialiste des questions de santé, mais également conseil du collectif C19. C'est un collectif de soignants, mais aussi d'une association de victimes du Covid. Vous avez déposé plusieurs plaintes à la Cour de justice de la République, notamment. Et jeudi, patatras, le matin, Jean-Jacques Bourdin ne peut pas faire d'émission. Jérôme Salomon a disparu. Il est assigné à résidence, si je peux m'exprimer ainsi, perquisition chez de nombreux dirigeants de la République française. Vous étiez au courant ? Ah bah non, j'étais pas au courant, évidemment que non. Le principe en France, c'est vraiment le secret de l'enquête. Et ceci dit, même si j'étais pas au courant, c'est pas non plus surprenant, puisqu'il y a deux éléments. D'abord, je les ai demandés, c'est le naturel, si on veut la vérité, c'est ce que je m'évertue à essayer de répéter depuis le premier jour, en disant la vérité en matière judiciaire. On la demande pas, on va la chercher, et parfois avec les dents. Hier, j'avais un magistrat qui me disait sur une antenne, Philippe Bilger me disait, c'est pas très élégant, ces perquisitions. Mais depuis quand la justice est élégante ? La justice pénale, elle n'est pas là pour être élégante. La justice pénale, elle est vraiment là pour être efficace. Et pour le coup, elle l'est. Parce qu'on se souvient, dépôt des plaintes en mars, ouverture de l'instruction en juillet, audition en septembre-octobre. 15 jours plus tard, perquisition, y compris chez des personnages inattendus. Sibeth Ndiaye, c'est inattendu. Et encore plus inattendu, peut-être Olivier Véran, qui est toujours en fonction et qui est toujours ministre de la Santé. Moins, parce qu'Olivier Véran, d'une certaine façon, l'instruction a été ouverte contre lui. Alors, c'est surprenant sur le plan politique, c'est surprenant sur le plan du timing, on peut en débattre. Mais finalement, sur le plan judiciaire, pas tellement. Mais il y a une volonté, si vous voulez, qui ressort de ces perquisitions, qui est plutôt rassurante sur le fond. C'est d'une justice qui ne se laisse pas compter et qui a décidé de faire le job. Et de le faire dans le timing qui est le sien, dans le calendrier qui est le sien, sans se laisser perturber, finalement, par les contingences sanitaires, politiques. C'est pas son souci, en fait. Et je crois que alors, il en faut une bonne nouvelle de temps en temps, quand même, dans cette histoire. Celle-ci en est une. Celle-ci en est une. N'en prenons pas l'habitude pour autant, mais réjouissons-nous, parce que c'en est une. Alors certains ont vu un geste politique de la part des magistrats. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître Régis de Castelnau. La magistrature française est en dérive politique depuis déjà un long moment. Et avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, elle s'est mise spontanément à son service. Elle lui a passé les plats pendant 3 ans. Rappelons quand même qu'elle a liquidé la candidature Fillon pour qu'il arrive au pouvoir, qu'elle a protégé ses amis de Bayrou, Ferrand, Colère, etc., et qu'elle a tapé sur l'opposition. Donc, elle a été véritablement à son service. Emmanuel Macron, dans le souci de droitiser son pouvoir, il a pris Darmanin, qui en fait des tonnes, et il a pris Dupond-Moretti parce que il y a une très grosse défiance vis-à-vis de la magistrature dans l'opinion française. Celui-ci a commencé à prendre des décisions, il a nommé une avocate à la direction de l'École nationale de la magistrature, et puis surtout, il a décidé de lancer une enquête administrative sur les comportements du parquet national financier. Le corps s'est braqué, a notifié qu'il ne voulait pas d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, et comme Éric Dupond-Moretti ne s'en laisse pas compter, eh bien, aujourd'hui, le corps des magistrats présente la note. Alors c'est vrai que c'est quand même surprenant ce timing, comme vous dites, parce que on a le sentiment quand même que la justice a très souvent fait preuve de plus de lenteur. Là, c'est assez rapide. On sait que les magistrats sont un peu vent debout contre le pouvoir actuel. On peut s'en réjouir. Vous savez, moi j'ai écouté Régis de Castelnau, mon confrère, il est trop intelligent pour moi. Moi je sais pas répondre à ça. Il a manifestement des informations que j'ai pas. Moi je comprends pas tout ça. Moi je suis pas assez intelligent pour répondre à ça. Moi, ce que je note, c'est que la justice est indépendante.
Alors bon, apparemment, il dit le contraire. Bon, bah, s'il dit le contraire, très bien, il doit avoir raison, alors. Moi, je lis la Constitution, et j'observe que l'autorité judiciaire, depuis Montesquieu, est une autorité indépendante. J'observe effectivement qu'on se plaint quand la justice va trop lentement, et voilà maintenant qu'on se plaint parce que la justice va trop vite. À un moment donné, alors, on a le droit d'être satisfait de quelque chose ou jamais dans ce pays? Non, c'est une vraie question, je veux dire, à un moment donné. Alors j'ai écouté Dupond-Moretti qui règle ses comptes. Ouh là là, mais moi je suis pas assez intelligent pour répondre à ça, moi. Je veux dire, moi j'ai déposé une plainte, et quand on dépose une plainte, on a une enquête. Ah bah zut alors. Et ça marche. Ah bah oui. Quant au timing, on le dit surprenant. Ouais, enfin si on veut, on le dit surprenant, je suis un peu étonné parce que moi j'ai des affaires dans lesquelles, des grosses affaires de santé publique, des grosses affaires pénales, dans lesquelles ça arrive toujours au mauvais moment. Ça arrive 3 mois plus tard, ça arrive 6 mois plus tard. Il y a une grande constance, si vous voulez, en France, c'est qu'on pense que la justice ne fait rien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La justice, elle fait avec les moyens qu'elle a, d'abord. C'est-à-dire peu. Ensuite, deuxième élément, c'est pas parce que la justice ne dit rien qu'elle ne fait rien. Alors évidemment, c'est très embêtant, ce que je dis là. Parce que comme on a l'habitude de communiquer sur tout et tout le temps, et que par nature, les enquêtes pénales sont secrètes, quand la justice ne fait rien, ne dit rien, on dit elle ne fait rien. C'est pas vrai. Elle mène des auditions, elle cherche, il y a des commissions rogatoires. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. La justice a décidé que le timing était celui-là. La perquisition n'a pas été décidée à minuit avant-hier, juste pour aller se dire, tiens, on a envie d'aller, on va aller au resto à 22h, ce sera fermé à 21h, donc on n'est pas content, et donc on va effectivement aller faire une perquisition. Enfin, je veux dire, il faut rester raisonnable. Si vous voulez, mon sentiment profond dans cette crise, c'est que c'est déjà assez compliqué comme ça pour pas qu'on en rajoute. D'accord? Et ce que fait mon confrère Castelnau, c'est qu'il en rajoute. Et moi, j'aime pas les gens qui en rajoutent. Je suis factuel. Factuellement, on a déposé une plainte, une instruction a été ouverte, la justice bosse. Et pour le coup, on dit, elle bosse rapidement. Moi, je dis que c'est maintenant qu'elle bosse bien. Mais à l'inverse, quand elle bosse, quand elle prend son temps, peut-être qu'il y a des raisons. Et aussi, une des raisons, c'est qu'elle est complètement submergée. C'est aussi ça la vérité. On peut raisonner, effectivement, on peut débattre. Alors c'est une cour spéciale, la Cour de justice de la République aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Je comprends pas pourquoi on est obligé de polémiquer tout le temps, surtout. Il y a une instruction, on aura la vérité. Et moi je vais vous dire, je vais aller plus loin en vous disant, mais moi je veux que ça aille vite. Mais parce que moi, je n'ai aucun préjugement. Si ces gens savent, si ces ministres sont coupables, alors tant mieux, manifestement, ils savent tous tout mieux que moi. Moi, je ne sais pas si ces gens sont coupables. J'en sais rien. Je veux dire, mais pour le savoir, il faut que la justice fasse son travail, et qu'elle le fasse dans le temps de la crise, parce que c'est précisément dans le temps de l'infraction potentielle que les preuves se trouvent. Si je viens 10 ans après, c'est plus compliqué déjà. Bien sûr. Bon. Elle fait son job, laissons-la faire son job. Et alors peut-être revenons aux affaires elles-mêmes. Les plaintes que vous avez déposées reposent finalement sur quelles accusations, sur quelles suspicions? Elles reposent d'abord sur des aveux. On ne va pas l'oublier. C'est-à-dire que moi, on me reproche souvent dans cette crise de dire vous accusez le gouvernement, faites de la gestion de la crise. Regardez, en Angleterre c'est pas facile, en Espagne c'est pas facile, en Italie c'est presque pire, aux États-Unis. Alors d'abord, ma première réflexion, c'est de dire, moi je ne fais pas de politique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est de dire, je ne critique pas une gestion de la crise. Et si on commence à comparer les pays européens, trouvez-moi un pays où vous avez un ministre de la Santé à peine sorti, qui va dans les colonnes du Monde, dans un journal du soir, à grand tirage, et qui vous explique, moi je savais tout, mais ils n'ont rien fait. Je savais être celui qui a ça. Je fais référence ici aux déclarations de Mme Buzyn dans le journal Le Monde du 17 mars. Vous avez un ministre de la Santé à peine sorti d'exercice, qui était là dans les premiers temps de la crise, et qui va venir vous expliquer que finalement, elle avait alerté les chefs de l'État et les chefs du gouvernement qui ont choisi de s'écarter, qui ont choisi de ne pas agir, de s'abstenir. Voilà. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de lui donner crédit quant à ses propos. Alors j'entends depuis le mois de mars, oui mais bon, vous savez, j'ai entendu, elle a fait un burn-out politique. Enfin, zut alors, tiens, on a fait un burn-out politique. Il y a ceux qui ont des phobies administratives et ceux qui font des burn-out politiques maintenant. Ça va être facile dans ce pays. La vérité, c'est que moi, elle a dit un truc, elle assume. Je vous assure que si demain, je vais dans le Figaro pour dire, voilà, alors je vous explique.
Moi, je suis à la tête d'une grande entreprise et je ne paye pas mes impôts depuis 5 ans. Je veux bien voir si le parquet va venir dire, bon, il a fait un burn-out politique. Non, mais c'est pas vrai ce qu'il dit. Il va enquêter, et si c'est vrai, il va me traduire en justice. Bah oui, bah voilà, ça s'appelle l'état de droit. Madame Buzyn n'est pas au-dessus de l'état de droit. Et dès lors, le motif de nos plaintes, il repose sur les déclarations de Madame Buzyn qui tendent à être corroborées, en effet, par un certain nombre d'indices un peu troublants, et au titre desquels, par exemple, à propos de la commande de masques, moi je m'étonne, puisque j'ai demandé, vous savez que avec insistance, une espèce de persévérance, je suis quelqu'un qui lâche pas facilement, et donc j'ai demandé, j'ai redemandé, j'ai menacé un peu plus fort, et j'ai obtenu les bons de commande de masques de la DGS, Santé publique France. Outre le fait que c'est très compliqué à lire ce truc, je constate que la DGS a commandé les premiers masques en mars, après le confinement. C'est pas moi qui le dis, c'est les documents qui m'ont donné. Alors, si ça c'est vrai... C'est aux alentours du 20 mars, Ouais, aux alentours du 20 mars. Je veux dire, si ça c'est vrai, bah, c'est dommage, quoi. Parce que donc ça veut dire qu'ils n'ont pas commandé avant. Et c'est quand même un gros problème s'ils n'ont pas commandé avant. Ça corroborerait, finalement, ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui en même temps dit « j'ai commandé moi les masques ». Bah oui, absolument, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'elle dit effectivement qu'elle était au courant, qu'elle a alerté, mais elle est quand même venue elle-même au pupitre pour expliquer à la presse que le virus était sans danger pour nous, que ça serait circonscrit à une petite province de la Chine. Il est exactement là le problème, c'est-à-dire que vous imaginez bien que ils ont le droit, tous ces gens, à la présomption d'innocence, mais en même temps, ils n'ont pas le droit à autre chose que la présomption d'innocence. Ils ne sont pas des sous-catégories de citoyens. Je reprends Jean Castex qui hier affirmait son soutien à Olivier Véran en rappelant la présomption d'innocence. Alors d'abord, il le soutient s'il veut, ce serait le moins qu'on puisse faire. Mais ensuite, effectivement, la présomption d'innocence, il a raison. Mais la présomption d'innocence, c'est une présomption. D'abord, on lui fait dire n'importe quoi, la présomption d'innocence, mais c'est pas grave. Je veux dire, mais ensuite, le fait est qu'ils n'ont pas le droit à autre chose que la présomption d'innocence. Et dès lors, ce que je veux dire par là, c'est que comme Mme Buzyn s'embourbe dans ses déclarations et qui laisse quand même transpirer ou transparaître ou supposer une infraction potentielle, eh ben le rôle de la justice française, c'est d'aller chercher la vérité. C'est tout. Et on l'obtiendra, cette vérité. Et on verra. Et si à la fin, elle a fait un burn-out politique, eh ben elle ira se faire soigner. Et on passera tous à autre chose. Mais si par contre, c'est pas un burn-out politique et qu'il y a vraiment une abstention volontaire pour des raisons électorales, pour des raisons de je ne sais pas quoi, c'est plus embêtant quand même. Alors je vous propose de continuer avec Agnès Buzyn justement et de vous proposer de regarder quelques instants lors de sa commission d'enquête parlementaire, lors de son audition à la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. La ministre, je le répète, n'a pas plus connaissance du niveau nécessaire en masque que de niveau nécessaire en comprimés d'iode, que de niveau en comprimés d'antiviraux, que d'antidotes de gaz sarin ou de gaz neurotoxique, que de nécessité de surblouse de protection contre Ebola. Il faut bien voir, Santé publique France gère des dizaines de produits, tout aussi importants. Excusez-moi, on aurait une épidémie d'Ebola aujourd'hui, on se poserait la question des gants, on ne se poserait pas la question des masques. On aurait une épidémie ou des tenues blanches. On aurait aujourd'hui un attentat avec un gaz neurotoxique, on se poserait la question de savoir s'il y en avait assez au bon endroit. Donc en réalité, je n'ai pas à savoir la quantité ni disponible ni nécessaire des dizaines, voire centaines de produits gérés en réponse aux risques sanitaires, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Je comprends qu'à posteriori, par rapport à une crise où on est maintenant tous focalisés sur la question des masques, on dise que ça n'est pas possible. Enfin, si l'épidémie avait été d'un autre type, c'est-à-dire Ebola, ce n'est pas des masques qu'il faut. Non, mais tout est prévu. En réalité, tout doit être prévu. Je crois que la commission d'enquête juge les gens sur des actes, ou juge, en tous les cas, s'inspire de mes propos sur des actes. Vous ne jugez pas. Non, on analyse, mais on ne juge pas. Je suis absolument persuadée, parce que je connais les risques sanitaires, qu'il faut des gens dédiés et pour avoir géré des équipes humaines, comme manager, on ne demande pas la même chose à tous ces directeurs, à tous ces agents. On sait qu'il y a des gens réactifs, d'autres qui ont besoin de temps long, certains sont analytiques, d'autres synthétiques. En réalité, on doit s'appuyer sur les gens qu'on a.
Alors, c'était d'abord l'audition parlementaire à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. J'ai pas résisté à l'envie, effectivement, de mettre le passage au Sénat où Agnès Buzyn était visiblement très touchée. Voyez-vous, ça confirme un peu ma connaissance du système de santé. Agnès Buzyn dit deux choses distinctes. Elle dit « le ministre ne sait pas », et ça, on va en parler, mais elle dit autre chose qui est plus problématique. Le ministre n'a pas à savoir. On peut lui donner crédit sur le ministre ne sait pas. C'est un état de fait. Et il faut qu'on discute de point de savoir si c'est normal. Mais quand elle dit le ministre n'a pas à savoir, là on est face à un problème. Là elle a tort. Le ministre a à savoir. Et pourquoi le ministre a à savoir? Parce que Mme Buzyn oublie quelque chose, mais c'est normal qu'elle l'oublie. Elle l'oublie par fonction. Elle l'oublie presque par nature, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de gouvernement de la santé dans ce pays. Il y a une administration de la santé. Et c'est ça que révèle cette crise. Cette crise révèle que nous avons un pays qui est embourbé dans l'administration. Et je vais vous dire, j'ai signé une tribune dans le Figaro à ce sujet, en faisant un parallèle avec la guerre, puisqu'il paraît qu'on est en guerre, disait le général en chef des armées, disait qu'on était en guerre. Mais je vais vous dire, est-ce qu'on peut imaginer que le ministre de la Défense vienne vous dire, les chars, je sais pas, c'est pas moi. Les fusils, je sais pas. Moi, je compte pas les cartouches. Les tenues, je ne sais pas. C'est un homme, ça, c'est l'administration. À un moment, qui gouverne? Qui gouverne? On a un nouveau mot, si vous voulez, qui est un énorme problème. D'ailleurs, on pourrait en parler, mais c'est un énorme problème. On a employé ce mot de gouvernance. Mais ça veut rien dire, la gouvernance. La gouvernance, c'est une espèce de mi-administration et mi-on sait pas quoi. Non. Le vrai mot en philosophie politique, c'est le gouvernement de la cité. Et c'est extrêmement important parce que le gouvernement, il se distingue de l'administration sur quoi? Sur la capacité à décider, à orienter. Et l'administration, elle exécute. Quand Mme Buzyn dit le ministre ne sait pas, eh ben, est-ce que c'est normal que le ministre, qui est effectivement le représentant du gouvernement, ne sache pas quel est l'état des stocks de masques pour faire face à une épidémie? Est-ce que c'est une vraie question? Alors, évidemment, ça pose un autre problème. C'est qui est le personnel avec qui je travaille? Quel est le degré de confiance que je peux avoir dans le personnel avec qui je travaille? Et donc, on a quoi ici? On a un système dans lequel l'administration est totalement en roue libre. On a une administration que plus personne ne gère, qui ne s'autocontrôle, qui s'autocontrôle et même pas tellement, qui s'autogère quelque part. On n'a pas de contrôle sur l'administration. Je vous rappelle que les hauts fonctionnaires sont nommés par le gouvernement et qu'ils sont hiérarchiquement, effectivement, sous la responsabilité des ministres. Eh bien, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et si vous voulez une réponse, si vous voulez une, comment je vais dire ça, vraiment une réponse à pourquoi on en est là, vous avez toute la réponse qui est là. Parce que l'administration a pris la place du gouvernement. L'administration n'est pas formatée pour décider, elle n'est pas formatée pour autre chose que faire de la comptabilité publique, c'est-à-dire effectivement faire une gestion des flux et pas grand-chose d'autre. Les stocks, ça relève pas, paradoxalement, de la compétence de l'administration, mais de la compétence du gouvernement, parce que la notion de stock, elle vous inscrit dans la durée. Ce qui vous inscrit dans l'immédiateté, c'est le flux. Et l'administration est une spécialiste du flux. On demande à l'administration d'exécuter. On ne lui demande pas de décider. Et ça témoigne d'une chose, c'est qu'on n'a pas de politique de santé publique. Je le dénonce avec force depuis le premier jour de cette crise en disant « nous regardons ailleurs ». Et je vous garantis, elle le dit d'ailleurs, que si on avait eu affaire à Ebola, on serait mort. J'en perds ma voix. Alors, ce qui est assez amusant aussi, justement, vous parlez d'Ebola, c'est que Agnès Buzyn se défend en disant qu'elle n'a pas à connaître donc l'état des stocks stratégiques, en expliquant que quelque part, là, il fallait des masques, mais il aurait pu falloir des gants. Bon, ça tombe bien parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus de gants non plus. Bah, on se rend compte qu'on n'a plus rien du tout, surtout aujourd'hui. Rien. Rien, on n'a pas de lit de réanimation, on n'a pas de gants, on n'a pas de masques. Enfin, si les masques, on les a maintenant. Mais pas tellement, d'ailleurs. Non, on n'a pas de masque FFP2 pour les soignants, par exemple. Les FFP2, c'est un énorme problème, parce que moi, j'ai mis en demeure tous les hôpitaux, selon la nouvelle doctrine, de me justifier des FFP2. Et en fait, personne ne l'a fait. J'ai pas de réponse, si vous voulez, sur les raisons pour lesquelles les FFP2 ne sont pas distribués aujourd'hui. Est-ce que les stocks ont juste été faits? Ben, j'en sais rien.
Donc, si vous voulez, mais ça non plus, ça ne remonte pas au ministre. Bien sûr. On a à un moment donné... Enfin, il y a un moment aussi quand même, quand on sait qu'on est en plein dans un problème tel que celui que nous affrontons depuis plusieurs mois, il ne serait pas incroyable de la part du ministre de demander un état des stocks. Mais parce que je pense que personne n'en sait rien. Ah oui, c'est un autre problème. Je pense que personne n'en sait rien. Vraiment, je pense que c'est l'un des problèmes, c'est qu'il y a, à mon avis, un certain nombre de données qu'on n'arrivera pas à avoir. Vous avez combien de lits de réanimation en France? On n'en sait strictement rien. On n'arrive pas à comptabiliser, en fait. Certains disent 5 000, d'autres... On voit bien qu'effectivement, ces chiffres... Ce qu'on sait, c'est qu'on avait annoncé qu'il y en aurait 12 000 et que finalement, on n'est jamais monté au-dessus de 7 800. Le tout alors même que des personnes âgées étaient refusées à l'entrée des hôpitaux. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on a un problème de comptabilisation parce que, en fait, on a un problème, je le redis avec force, de gouvernement. Alors vous savez, il y a un grand débat qui agite les philosophes, si je puis dire, c'est de savoir est-ce que la politique est une science ou une philosophie. On a Sciences Po, on a des gens qui sont formés à Sciences Po. Et vous avez vu combien est-ce que la science, on parle de la science dans cette crise, y compris de la science sociale, de la science politique, science inexacte. Sauf que la politique n'est pas d'abord une science, elle est d'abord une philosophie, la recherche de la sagesse. Et que le problème, c'est que quand vous perdez de vue... Ils sont toujours en première année, visiblement. Bah oui, c'est ça. C'est que quand vous perdez de vue la notion de sagesse et du coup de gouvernement de la cité, bah vous perdez de vue tout ce qui concourt au bien de la cité, au bien commun. C'est ça le fond du problème. Ça paraît très théorique de dire ça, mais en fait c'est hyper pratique. La différence entre l'administration et le gouvernement, c'est que l'administration, elle est là pour veiller au quotidien à ce qu'il y ait des masques dans le tiroir à chaussettes, à ce qu'il y ait des chaussettes dans le tiroir, j'ai envie de dire, parce que le gouvernement lui a demandé d'en commander. Mais combien est-ce qu'il faut en commander? Paradoxalement, c'est pas le problème de l'administration. Ce que vous avez comme crise aujourd'hui dans cette crise sanitaire, c'est une deuxième crise. On le voit, c'est une crise politique. Mais politique au sens du mot. Bien sûr. Je veux dire, vraiment, du gouvernement de la cité, de la recherche du bien commun. Parce que ces gens sont incapables de gouverner. Je suis désolé, Olivier Véran est incapable de gouverner. Mais alors, j'ai une autre question à vous poser, Fabrice Divisio. Finalement, est-ce que l'incompétence, l'incapacité, ce sont des fautes pénales? L'inconscience, l'incompétence, non. L'inconscience, oui. Mais alors, comment ça s'explique, ça, devant si par vous le droit voulez, je veux dire, je peux pas... C'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, quelle est la frontière entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale? C'est une question intéressante. La frontière, elle est dans le caractère volontaire. Je m'abstiens parce que je ne sais pas, parce que je suis... le système est ainsi fait que les informations ne peuvent pas me remonter. Ça, c'est une responsabilité qui est politique, qui est systémique. Je connais l'information, je sais effectivement que la crise va arriver, mais je ne fais rien et je ne demande pas l'état des stocks, je ne m'assure pas que les stocks soient prêts, par exemple. Là, c'est une faute pénale. Parce qu'à un moment donné, j'ai la connaissance. Mais si je peux me permettre, ça c'est facile quand c'est noir ou blanc ou quand c'est A ou B, mais finalement, on est au mois de janvier, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Donc, vous ne savez pas. Mais elle dit qu'elle sait. Ouais, elle le dit a posteriori. Bah, elle le dit a posteriori, elle le dit. Et puis c'est pas parce qu'Agnès Buzyn le sait que ça convainc Édouard Philippe quelque part. Mais oui, tout à fait, vous avez raison. Mais si Agnès Buzyn l'a dit à Édouard Philippe et que Édouard Philippe n'a rien fait, alors Édouard Philippe est pénalement responsable. C'est l'abstention volontaire. Mais si de bonne foi il pense qu'il n'y a pas de risque. Mais je m'en fous de la bonne foi, je veux dire. Je dirais, pardonnez-moi, mais je m'en fous de la bonne foi. Quelque part, je m'en fous de la bonne foi. Il pourra le plaider s'il veut. Mais le fait est qu'à un moment, s'il a une information, il a effectivement à faire comme si cette information était vraie. Ce qui va poser un problème, et je reviens aux perquisitions, c'est là où les perquisitions sont intéressantes, c'est de se demander, bon, Madame Buzyn, vous avez écrit à Édouard Philippe, ok, mais vous avez écrit quoi? C'est ça la vraie question. Si vous m'écrivez que potentiellement, peut-être, si on n'a pas de chance, l'immeuble pourrait prendre feu, mais que vraiment c'est pas sûr, ou si vous m'écrivez, attention, il y a une probabilité pour que l'immeuble prenne feu de manière assez sérieuse, le niveau d'information que j'ai n'est pas le même. Et donc ma réaction va être jugée à l'aune de l'information que j'ai. D'où l'intérêt de venir savoir, de venir dire, de venir comprendre, de venir examiner ce qu'elle a exactement dit et à qui. Ce qui pose une dernière question, si vous voulez, dans les auditions qu'on a vues. Madame Buzyn était juste pas faite pour être ministre, c'est tout. Tout à coup, on découvre que la politique est un métier. Mais Madame Buzyn n'est pas politique, au sens même noble du terme. Elle n'était pas ministre, Madame Buzyn. Madame Buzyn,
Elle était haut fonctionnaire. Et elle s'est comportée en haut fonctionnaire. Et le problème, c'est que l'administration, quelque part, lui a savonné la planche. Parce que l'administration n'aime être contrôlée que par elle-même. Elle ne supporte pas l'idée, finalement, que quelqu'un la contrôle. Mais si on prend notre cas, le cas de Jérôme Salomon, par exemple, lui, il n'est pas politique, il est directeur général de la santé, c'est celui que Eh bien, c'est là où vous vous trompez. beaucoup ont surnommé le croque-mort, puisqu'il égrenait les morts tous les jours, mais il n'est pas politique, il Eh n'est bien, pas c'est élu. là où vous vous trompez. Il n'est pas élu, il n'est pas Eh ben, nommé paradoxalement, c'est là où vous directement vous dans un... trompez. Et vous touchez du doigt, à mon avis, un problème majeur. C'est que les politiques ont fait de l'administratif et l'administratif de la politique dans cette affaire. Jérôme Salomon, il a fait de la politique. Quand effectivement il a planqué, quand il a donné sa note à Emmanuel Macron sur l'état des stocks ou je sais pas quoi qui manquait, il a finalement fait de la politique. En disant, bah voilà ce qu'il faudrait pour qu'on ait une politique de santé publique qui tienne, il vous faudrait tel matériel, telle quantité, voilà en tout cas, ou au moins voilà l'état des lieux. Faire un état des lieux, à destination d'un candidat à une élection présidentielle, c'est déjà un acte politique. Premier élément. Deuxième élément... Et c'est pas la garantie que le candidat, en l'occurrence, même s'il est élu, le suive. Si vous voulez. Mais quand vous êtes ensuite directeur général de la santé, du coup, vous ne pouvez pas, effectivement, si vous ne faites pas remonter les informations, et d'où de nouveau l'intérêt de la perquisition, si les informations ne remontent pas au ministre élu, au président que vous avez conseillé, alors il va falloir s'interroger sur le point de savoir pourquoi. Est-ce que c'est par négligence ? Peu probable. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Je vous ai fait une note, mais j'ai oublié. Alors ici j'ai oublié, d'ailleurs pourquoi j'ai oublié ? Eh bien peut-être que j'ai oublié parce que j'étais pris à autre chose. Ah oui, à quoi ? Eh bien à réformer les hôpitaux, à machin, à tout ça. Mais ça c'est un acte politique du coup. Ça c'est un acte politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un choix qui a été fait de priorisation par rapport à un autre. Ou alors, deuxième hypothèse, je ne l'ai pas dit pour d'autres raisons. Parce que ça a coûté de l'argent, parce que dans le cadre effectivement de la comptabilité publique, il ne fallait pas, parce que ce qu'on veut. Et c'est ça qu'il va falloir examiner. Si vous voulez, c'est un énorme problème ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré dans ces perquisitions ? Quel était l'objectif ? Principalement les ordinateurs, les disques durs. L'ordinateur, c'est un... Les téléphones ? Peut-être, mais peu probable. Mais principalement les ordinateurs et disques durs. Téléphone, peut-être. Mais disques durs et ordinateurs, c'est l'élément clé de toute perquisition. Et on peut remonter sur une période antérieure, j'imagine ? Absolument. Pas uniquement avec la crise du Covid. Non, on peut remonter, effectivement, bien sûr. Et donc ça va être extrêmement intéressant. Regardez ce qui s'est passé avec Jérôme Salomon, c'est intéressant. Jérôme Salomon, commission d'enquête parlementaire, Marisol Touraine, les députés lui demandent, député ou sénateur, lui demandent, député, qui lui demande, mais attendez, ok, Jérôme Salomon, il a bossé avec vous. Il était votre directeur de cabinet. Il dit oui. Mais alors je comprends pas, il a fait remonter Emmanuel Macron, candidat à la présidence, le fait qu'on manquait de tout, mais vous, il vous l'a dit ? Non, parce que faut se souvenir que, dans quel contexte c'est arrivé ça ? Madame Touraine venait expliquer à la commission d'enquête que, non mais en fait le ministre ne sait pas parce qu'il ne veut pas savoir, mais moi par exemple, dans mon ministère, moi si c'était arrivé, j'aurais crié très fort et voilà, bon, en gros, moi j'aurais fait mieux. Et très pertinente question. Le député dit, mais dites-moi, du coup, vous, qui laissez rien passer, votre dire câble là, il a dit au candidat Macron qu'on manquait de tout, mais à vous, il vous l'a dit ? Méchante question, quand même. Ça, c'est pas gentil de poser la question. Parce que la réponse, j'en ai pas le souvenir. Donc ça pose un vrai problème. C'est qu'on voit bien que déjà, à cette époque, celui qui faisait de la politique, c'était Jérôme Salomon. Et regardez, ne nous y trompons pas dans l'affaire du sang contaminé. C'est intéressant l'affaire du sang contaminé. Edmond Hervé et deux autres ministres, dont le Premier ministre et donc Georgina Dufoy. Peine symbolique pour Edmond Hervé, on s'en souvient, relax pour Laurent Fabius et Georgina Dufoy. Directeur général de la santé, Roux, à l'époque, 3 ans de prison avec sursis. Il est l'homme clé. Parce que c'est lui qui détient les clés de la santé publique, en fait, en France. C'est ça le grand paradoxe. C'est que les clés de la santé publique sont entre les mains d'un administratif. Elles ne sont pas entre les mains du ministre, et c'est l'énorme problème. Et d'ailleurs... Mais alors finalement, si je suis votre raisonnement, il est un peu contradictoire, parce que Laurent Fabius, qui était ministre de la Santé, lui, finalement, n'était pas responsable. Alors non, il n'était pas responsable. Et alors, cette responsabilité, c'est encore plus compliqué, parce qu'il n'était pas responsable, parce que précisément le niveau d'information qu'il avait
ne lui permettait pas d'être responsable. Il suffit d'avoir une vie un peu hermétique, de ne pas avoir les informations, et comme ça on est Non. responsable de rien. Non, pas tout à fait. Parce que dans l'affaire du sang contaminé, c'est plus compliqué que ça. L'affaire du sang contaminé, on a surtout reproché à Laurent Fabius de ne pas avoir... en fait, le gros reproche qui a été fait à Laurent Fabius, c'est de ne pas avoir commercialisé les tests Abbott rapidement et d'avoir attendu Pasteur pour pouvoir prioriser Pasteur. Sauf que la défense de Laurent Fabius, c'était de dire, c'est pas vrai. Moi, je veux dire, j'avais pas toutes les infos, et 2, Abbott, ils sont quand même sortis vachement vite, et ça me paraissait un peu curieux, la vitesse à laquelle ils sont sortis. L'histoire lui donnera raison, puisque quelques années plus tard, les tests Abbott seront retirés du marché aux États-Unis. Bon. Donc ça veut dire, vous voyez bien qu'à un moment donné, le niveau d'information qu'on a, il est dépendant à un moment T du temps. Bien sûr. Et c'est compliqué. Mais dans cette affaire, il y a un élément intéressant, si vous voulez, dans le Covid. Quand je vous dis que ce pays est administré, vous en voulez un exemple parfait? Qui est Premier ministre aujourd'hui? Qui est Premier ministre aujourd'hui? Jean Castex. Jean Castex, c'est qui? Il était DHOS. Jean Castex, directeur d'hospitalisation de l'organisation des soins. C'est l'administration de la santé, Jean Castex. Jean Castex, c'est l'administratif. C'est pas... C'est l'homme qui a réformé les hôpitaux depuis 10 ans. C'est l'homme de la T2A, c'est l'homme effectivement de la réforme, de la performance. Voilà, on se souvient de ces tribunes sur la T2A qui expliquaient que ça ferait entrer l'hôpital dans le 3e millénaire, ça, il n'y a pas de doute, il y est entré. Il en est sorti assez vite, mais il y est entré. Il a fait un court passage. Mais, si vous voulez, c'est un administratif, Jean Castex. Et on nomme qui à la tête de l'État aujourd'hui? À la tête du gouvernement? Un administratif. La politique... C'était suite à son brillant déconfinement. Oui, brillant. Mais vous voyez, il y a un élément très amusant. Des hommes politiques seraient mieux placés que moi pour en parler, mais politique, on dit toujours, c'est pas un métier. Eh bien, en fait, si. Eh bien, je pense que si. C'est une profession, en tout cas. La politique est une profession. On fait profession de s'engager pour le bien commun de la cité. L'administratif fait pas cette profession-là. C'est pas la même. Et c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Ce pays est administré, il n'est pas gouverné. Alors pour résumer, on a assisté, malheureusement on n'y était pas, j'imagine qu'on aurait bien aimé, mais aux perquisitions donc d'Olivier Véran, d'Agnès Buzyn, de Jérôme Salomon, de Sibeth Ndiaye et d'Édouard Philippe qui pensait être enfin libéré. Et de la directrice Santé publique France. Et de la directrice, je ne me rappelle plus de son nom par contre. En revanche, il y a quand même un grand absent. Alors évidemment, on n'imagine pas qu'il y aurait une perquisition à l'Élysée, mais il y a quand même un grand absent aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, il n'y a pas de grand absent, puisque constitutionnellement, le président n'est pas responsable des actes de ses actes pendant la durée de son mandat. Enfin, des actes accomplis dans son mandat. Y compris a posteriori. Oui. C'est une immunité pour les actes commis pendant l'exercice du mandat, sauf des trucs très compliqués, alors qui étaient la haute trahison avant, mais qui est devenu un peu autre chose, dont l'esprit est celui-là. Il ne peut être mis en accusation que par la haute cour, ce qui me permet de vous dire un truc d'ailleurs. Chouette. Vous savez, j'entends beaucoup de choses sur la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, elle est décriée, Cour de justice politique, machin. Alors on voit que c'est pas tout à fait vrai quand même. Bon, alors c'est pas parfait comme système, mais il faut savoir d'où on vient quand même. Il faut à un moment donné qu'on ait une idée de là où on vient. On vient en 93, affaires de contaminées, on a des ministres qui sont potentiellement responsables. Et pourquoi on a la Cour de justice de la République qui naît? Mais parce que on avait avant le même système, un peu plus simple, que le président de la République. C'est-à-dire qu'on avait la haute cour. La haute cour qui est une cour parlementaire, où le Parlement se transforme, les deux assemblées se transforment en juges. Il faut effectivement une inculpation de la part des deux assemblées. Et ça n'a pas été possible, affaire de contaminées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même se souvenir que la Cour de justice de la République est née de l'absence de volonté et de possibilité d'inculper des ministres dans l'ancien système. Alors évidemment, ce n'est pas un système parfait, mais on assiste à un moment historique, à mon avis, qu'il ne faut pas bouder. C'est quand même, on est à l'aube, cette crise aura marqué deux choses. Sur le plan sanitaire, incontestablement, et sur le plan juridique, elle aura marqué la pénalisation du comportement, la pénalisation de la décision ministérielle, de la décision gouvernementale, dans le temps dans lequel elle se fait par une autorité qui tend à manifester, qui veut manifester son indépendance. Eh bien, c'est pas si mal. Eh bien, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Quand on voit d'où on vient, quand on voit le chemin parcouru entre 93 et aujourd'hui, le temps des hommes, le temps de l'institution, c'est rarement le temps des hommes. C'est compliqué, l'institution judiciaire est une vieille dame, très élégante, parfois pas très, mais et ça se réforme lentement, alors trop lentement parfois. Pour autant, à l'échelle du temps de là où on vient,
quand même, depuis la Révolution française, eh ben, c'est pas si mal. 93-2020, on assiste aujourd'hui à un phénomène que je pensais pas voir de mon vivant, pour le coup. Donc on est allé très vite. On est allé très vite dans les perquisitions, etc. Mais dans le temps de l'homme, dans l'histoire de l'institution, on est allé vachement vite. Et je vous garantis qu'il y aura un avant et un après sur le plan judiciaire. Alors ma crainte, si je peux anticiper un peu, c'est qu'elle disparaisse, la Cour de justice, paradoxalement. Elle a failli disparaître une première fois. Et tout le monde s'en est réjoui. Eh bien, pas moi. Eh bien, paradoxalement, pas moi. Je ne suis pas favorable à ce que les ministres soient jugés par la Cour d'appel de Paris. Je ne suis pas favorable à ce que les ministres soient jugés dans la forme actuelle de la Cour de justice, mêlant parlementaires et juges, mais en aucun cas elle doit être jugée par une cour ordinaire. Parce que là, on serait dans un système dangereux, plus dangereux qu'il ne l'est actuellement. Et enfin, dernier point, je vous rappelle quand même que dans cette réforme de la Cour de justice, il y avait un élément tout à fait substantiel, c'est que le président Macron voulait supprimer la possibilité de poursuivre les ministres pour les délits d'abstention. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui n'aurait pas été possible si la réforme de la Cour de justice était passée. Donc on assiste quand même à un moment historique et il ne faut pas bouder son plaisir. Alors, Fabrice Divisio, vos plaintes ont été déposées au début de cette crise sanitaire. Je vais poser une question rhétorique, mais est-ce que vous avez l'impression que cela aura mis suffisamment de pression sur l'exécutif pour être capable aujourd'hui de gouverner un peu mieux? Et j'ai envie de vous répondre par une autre question. En demi-teinte. D'un côté, j'espère que oui, de l'autre, j'espère que non. J'espère que oui, parce que tout ce qui peut contribuer à améliorer la décision publique est le bienvenu. J'espère que non, parce que si ce qui conditionne la décision publique, c'est la peur du juge, alors on n'est pas bon. Ce qui doit conditionner l'action publique, c'est la recherche du bien commun, c'est pas la peur. C'est la volonté, la peur qui doit être au cœur de l'acte de gouvernement, c'est la peur de mal faire. C'est pas la peur du juge et de ses conséquences. C'est ce qu'avait dit Édouard Philippe, enfin Emmanuel Macron en parlant d'Édouard Philippe avait dit à Philippe de Villiers, Édouard Philippe gère sa réponse pénale. Mais ceci dit, je vais vous dire, je disais ça hier soir, c'est marrant, je disais ça hier soir sur la chaîne parlementaire avec des députés et députés qui siégeaient à la Cour de justice. Le risque pénal, tout le monde le gère, vous le gérez, je le gère, tout le monde le gère finalement. Quand finalement vous roulez en voiture à 120 au lieu de 100, bah vous gérez votre risque pénal. Le risque fait partie de la vie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accepter l'idée que le risque ne doit pas paralyser l'action. C'est pas parce que finalement les médecins sont susceptibles d'être poursuivis qu'ils arrêtent de faire de la médecine. Le problème, c'est que si la gestion du risque vous conduit à arrêter de faire ce pourquoi vous êtes payé quelque part et ce qui correspond à votre profession, j'y reviens, bah là on est face à un problème. Et effectivement, là où on peut légitimement s'interroger dans cette crise, c'est sur un point. Est-ce qu'on prend encore des décisions? Est-ce qu'on décide encore? Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide? Et est-ce qu'on décide à plus grande échéance que 2 jours, quoi? Est-ce qu'on est capable de décider? Est-ce que cette crise ne traduit pas, j'ai l'habitude de le dire, je dis, on nous a inventé une guerre, mais alors où est Churchill? Si on a une guerre, où est Churchill? Où est De Gaulle? Moi, j'ai Chamberlain. Je veux dire, j'ai des gens qui hésitent, qui font des petites décisions. On me parle de guerre, mais alors si dans une guerre, on n'est plus sur une collaboration avec l'ennemi. On donne des gages à l'ennemi de bonne volonté. On essaye de ménager tout le monde. D'un côté, les complotistes, de l'autre, effectivement, les alarmistes. On essaye d'être en permanence une espèce d'équilibre, en pensant que le gouvernement, c'est l'art du compromis. Eh ben non, le gouvernement, c'est l'art de la décision. Et c'est exactement ce qui manque dans ce pays. On ne décide plus rien. Et ça me fait peur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Fabrice Divisio. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, de liker, de commenter et de partager cette émission en attendant que l'on se retrouve la semaine prochaine.